Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, dans le cadre de la convention que nous avons signée l'an passé avec l'Institut culturel italien, nous avons l'immense plaisir de recevoir également la conférencière, Madame Barbara Lehmann, pour une représentante, elle est présidente de l'Italian Design Day en Algérie, on va dire. Voilà. Et dans le cadre de cette convention, nous avons l'honneur également de recevoir Madame la directrice de l'Institut culturel italien, qui est Madame Antonia Grande. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame la directrice. Merci Madame Cacher. Alors, chers invités, Madame la directrice de l'Institut culturel italien, Madame Barbara Lehmann, chers étudiants, chers collègues, chers doctorants, chers tous, assalamu alaikum. C'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui la 7e édition de la Journée internationale du design italien dans le monde, qui s'organise cette semaine en Algérie. Et donc nous avons l'honneur de recevoir Madame la directrice de l'Institut culturel italien, Madame Antonia Grande, accompagnée de son staff, ainsi que Madame Barbara Lehmann, qui est architecte de formation et qui est également directrice des archives dans un établissement dont elle parlerait tout à l'heure, que nous présentera tout à l'heure, et qui nous fait l'honneur de présenter une conférence sur le thème de la qualité et son apport dans le développement de la pensée critique. Alors, ce thème recèle une importance majeure dans le milieu universitaire, car la pensée critique, comme vous le savez, renvoie à la capacité d'analyser des formations de manière objective afin de porter un jugement raisonné. Cela implique l'évaluation de sources fiables, de données, des faits, des phénomènes observables ou des résultats de recherche. Celles et ceux qui œuvrent pour développer un esprit critique savent faire la distinction entre les détails utiles à la compréhension d'une situation et ceux qui le sont moins, de manière à tirer des conditions et des conclusions raisonnables pour résoudre des problèmes ou prendre des décisions. Le développement de la pensée critique est une compétence visée par le système éducatif en général et par le système universitaire en particulier. À l'époque, nous considérons que la pensée critique permet l'ancrage de valeurs et d'attitudes spécifiques comme la liberté de conception, comme la responsabilité, la tolérance, l'acceptation de l'autre et le partage. C'est d'ailleurs une problématique multidimensionnelle qui nécessite une approche interdisciplinaire. Elle prend en compte la complexité de l'espace auquel les futurs architectes seront confrontés, tout en offrant un cadre dynamique pour l'éducation à la citoyenneté. À travers son background d'architecte, Madame Lehmann nous offre la possibilité de discuter une approche créative. Et donc nous la remercions de partager ses connaissances avec la communauté de l'EPO. Et nous présentons également nos vifs remerciements à Madame Antonia Grande et à travers elle la représentation diplomatique italienne en Algérie pour ce genre d'initiative. C'est des initiatives qui non seulement renforcent la coopération algéro-italienne, mais consolident davantage le rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Comme vous le savez, l'an passé, nous avons signé une convention avec l'Institut culturel italien. Nous aspirons à poursuivre et à élargir encore plus les activités de coopération. Je vous remercie d'être venus à l'EPO et sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame la directrice de l'Institut culturel italien pour nous parler un peu plus de cette coopération algéro-italienne. Merci Madame. Merci à vous, Madame la directrice, et à toute l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Et oui, je me réjouis de
de l'allocution de Madame la directrice et ça me permet de rappeler la signature de notre convention de coopération qui a marqué vraiment un point très important de notre collaboration avec les amis algériens. Et donc l'année dernière, on a signé ici même la convention de collaboration qui vise à entamer des projets de collaboration entre l'Institut culturel italien d'Alger et l'EPO. Et donc dans le domaine de l'architecture, design, urbanisme, conférences, projections, etc. Toutes des activités pour améliorer la formation des étudiants. Et donc, et c'était aussi l'année dernière que dans les cadres, on a signé la convention dans les cadres de la journée du design italien. Et alors, je vais vous en parler un peu de ce que c'est cette journée du design italien. Et c'est une journée mondiale qui a été créée au niveau d'une grande collaboration qui existe en Italie pour soutenir les secteurs du design. Bon, pour l'Italie, c'est un secteur phare de sa culture et de son développement économique. Voilà, il y a une table permanente et, dans laquelle collaborent les ministères de la culture italiens et les ministères des affaires étrangères et de la coopération internationale. Mais non seulement ces des ministères participent à la table permanente de la promotion du design italien dans le monde, il y a aussi beaucoup d'autres acteurs que je vais mentionner parce que c'est très important de les rappeler. C'est l'association pour les designs industriels, la fondation Compasso d'Oro, il y a ICE Agency, c'est-à-dire l'agence du commerce extérieur, et les salons del mobile, j'espère que tout le monde connaît les salons del mobile. Bon, c'est la foire du design la plus importante au monde, si je peux me permettre. Et la Triennale di Milano, e Federlegno Arredo, Fondazione Alta Gamma, Confindustria. Les trois derniers acteurs, c'est vraiment les représentants économiques de toutes les sociétés italiennes qui produisent qui font de la production industrielle du design. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'acteurs qui collaborent à la réalisation de cette journée pour vraiment mettre en valeur, mettre en avant toutes les compétences, les atouts des Italiens qui sont à l'origine de la qualité de notre design. Et en fait, ça me permet aussi de souligner les titres de cette édition parce qu'à chaque édition, il y a un titre différent, un thème différent. Et donc, le thème de cette année, c'est la qualité qui illumine, l'énergie du design pour les personnes et pour l'environnement. Donc, ce thème a été choisi pour mettre en avant justement les problèmes de l'environnement et ce que le design peut faire pour améliorer aussi notre qualité de vie. Et donc, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les gens, pour les personnes. Donc, je ne vais pas trop tarder parce que nous tous, on attend l'allocution de Madame Barbara Lehmann, qui a été très bien présentée par Madame la directrice. Et elle a été choisie par l'association du design italien qui collabore justement avec notre ministère des Affaires étrangères. Et donc elle a une longue expérience, elle est une architecte, et donc elle va vous parler sur les thèmes qui ont été développés par Madame la directrice. Et après, elle sera ouverte à vos questions, à vos réflexions. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de débats autour du thème. Sans plus tarder, j'ai saisi l'occasion, vu qu'on est entouré par des étudiants, et pour parler un peu de ce que l'Institut culturel italien d'Alger fait. Il est là pour vous,
pour développer les bonnes relations culturelles entre l'Algérie et l'Italie. Et on organise cours de langue italienne et on fait des réductions importantes pour les étudiants. Et on gère toute la procédure pour les bourses d'études. Et justement, on est dans la bonne période parce que on a publié récemment l'appel à candidature pour les bourses d'études et pour tous les domaines. Donc tous les étudiants peuvent déposer leur candidature pour les bourses. Et la date limite, c'est le 9 juin à midi, heure italienne. Voilà. Et donc les bourses, c'est vraiment un pas très important qu'on fait pour soutenir les études des étudiants, bien sûr, et algériens qui veulent aller se former en Italie. Et l'Institut aussi organise plusieurs événements culturels dans tous les domaines. Donc, non seulement les designs que vous voyez aujourd'hui, mais nous, on organise. Parmi vous, il y a certains qui participent à nos activités, donc je les remercie pour l'intérêt. Et bon, c'est vrai qu'on est un peu loin du quartier des dépôts. Nous, l'Institut culturel italien est basé à Ebiar. Mais bon, je vous invite tous à participer à nos activités. On fait des conférences, des spectacles, des concerts et on essaie de collaborer avec toutes les institutions culturelles algériennes. Par exemple, on a organisé des concerts au sein du TNA, au sein de l'Opéra aussi, et aussi dans les enceintes de l'Institut. Donc, si vous avez envie de participer, d'avoir un peu, de participer à des activités pour un peu vous plonger dans la culture italienne, voilà, nous on est là pour vous. Et n'hésitez pas à demander, on a aussi, les collaborateurs peuvent donner les informations aussi pour, disons, des détails, on a des cartes de visite pour les étudiants, pour vous donner des informations importantes pour avoir les contacts de l'Institut. Voilà. Merci à tous et à toutes pour l'attention et maintenant je laisse la parole à Madame Barbara Lehmann. Je remercie Madame Handé. Je voudrais juste saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos collègues qui viennent de l'université de Béchar. Alors, nous sommes heureux aujourd'hui que dans le cadre d'un échange pédagogique entre l'ECO et le département d'architecture de l'université de Béchar, nous recevons un groupe d'enseignants. Nous sommes très très heureux qu'ils puissent également assister à cette célébration du Design Day italien au sein de notre établissement. Donc je salue le chef de département, Dr Berkani Abdelaziz, qui est accompagné de Monsieur Lamari Miloud, Monsieur Lahed Ahmed, Monsieur Sahli Abdelhafid et Monsieur Ben Mohamed Taraq. Bien sûr, ce groupe d'enseignants travaille avec un autre groupe d'enseignants de l'EPO qui vont visiter Béchar normalement la semaine prochaine, Ahmed Al-Kacher. Voilà, donc, ils sont venus de Béchar avant-hier, et le groupe de l'EPO ira à Béchar normalement la semaine qui suit, ou voilà, on verra de toute façon avec eux. Et donc, ils travaillent avec Monsieur Boutaoutao, Madame Benatala, Madame Medour, Monsieur Guérouche, Madame Chaban, et tout ça, bien sûr, sous la coordinatrice, voilà, l'œil veillante de Sabrina Kacher. Alors, merci à tous d'être là, et sans plus tarder, on va passer la parole à Madame Benatala. Bonjour avant tout, merci de cette invitation à la directrice. Et alors, je suis Barbara Lehmann, je m'occupe de l'archive historique
d'une usine très importante qui s'appelle Cassina. Je suis ici pour vous parler de mon travail qui est très lié au sujet de cette présentation. L'ADI, l'Association de design italien, m'a appelé pour parler donc du thème de la qualité qui illumine l'énergie du design pour l'homme et l'environnement. Et j'ai fait une déclinaison de ce thème, de ce sujet, en relation à mon travail relatif à l'archive historique de Cassina. Parce que je travaille tous les jours avec la qualité, qui est un thème très important pour développer, comme a dit aussi Madame la directrice, la pensée critique. Tous les produits de Cassina, en effet, ont comme but fondamental le fait d'être des produits de qualité. Des produits de qualité. Et la recherche de la qualité, c'est vraiment très importante dans cette production. Dans le spécifique, je m'occupe de la collection qui s'appelle les maîtres, les maestri, c'est-à-dire une collection d'icônes. Ce sont les icônes du design international, pas seulement du design italien, et sont des classiques que l'usine va rééditer. Qui a commencé à rééditer à partir de 1973. Rééditer n'est pas une activité seulement liée au passé, c'est-à-dire ce que je vous présenterai, c'est la difficulté qu'on a quand on va faire ces rééditions. Ce n'est pas refaire une chose comme elle était à l'origine. Parce que rééditer les projets iconiques signifie projeter en avant un objet, et l'adapter à la contemporanéité, aussi en termes de durabilité. Parce que la question de la durabilité, c'est une question évidemment très importante aujourd'hui, très liée à notre temps. Alors, j'ai ici il y a une petite liste des thèmes desquels je parlerai. Donc, pour encadrer ce travail, je vais vous montrer à la droite l'Italie, et donc avec un petit point où se trouve l'usine. C'est pas loin de Milan, et c'est à Meda, qui est dans une domaine qui s'appelle Brianza. Et Brianza, c'est le lieu en Italie où est né, on peut dire, le design italien qui est connu dans tout le monde. Et je parlerai des valeurs qui sont propres de l'usine et de la question des rééditions qui prévoit une reconstruction philologique, mais certaines fois aussi une interprétation. Et à la fin, je parlerai des rééditions et de l'approche liée à la durabilité, donc plus respectueuse de l'environnement. Donc ça, c'est une timeline pour vous parler, pour vous dire qu'est-ce que c'est Cassina. Cassina est née en 1927, donc c'est une usine vieille, on peut dire, non, qui a une tradition très longue, qui est presque le même année dans lequel les projets de Le Corbusier et Jean Terrien sont nés, parce qu'en 1928, les trois auteurs, Le Corbusier avec son cousin Pierre Jeanneret et Madame Perrien, qui était une collaboratrice associée à l'atelier de Le Corbusier, ont produit et projeté les meubles qui sont les meubles, on peut dire, les plus importants du mouvement moderne, non? Parce qu'ils sont vraiment une référence unique dans le monde du design, qui ont été projetés en 1928 et après présentés en 1929 à Paris au Salon d'automne. Les années 50 a été pour Cassina une période très importante parce qu'il y a eu vraiment le passage d'une production artisanale à une production industrielle qui lui a permis de devenir vraiment une usine importante dans tout le monde. Et sont nés dans cette période les premiers objets de succès. En 1964, la famille Cassina, parce que c'était une usine de famille, a acquis les droits des rééditions des premiers 4 modèles de la collection Le Corbusier Jean Terrien, qui, comme nous avons vu, avaient été dessinés en 1928. Et donc,
ils ont été réédités 40 ans après, non, presque 40 ans après le premier projet. Et donc ça a été le début de cette collection qui s'appelle Cassina i Maestri, qui en 1973 s'agrandit et devient plus grand avec les meubles de Mackintosh, Ritwell, qui sont des autres auteurs que je pense que vous connaissez, parce que ce sont les auteurs du moderne. Qu'est-ce que c'est la collection Cassina le Maître? En effet, désirait mettre en évidence les objets les plus importants dans lesquels le moderne a commencé à se développer, non? Dans lesquels, pour la première fois, le concept du moderne s'est exprimé. Parce qu'avant les années 20, dans toute l'Europe, dans tout le monde, je pense, il y avait toujours une référence au style. Il y avait le historicisme, non? Aussi dans les meubles, aussi dans les meublements d'intérieur. La référence était toujours l'histoire. Et à partir des années 20, et avec des auteurs comme Le Corbusier, Pierre Janet, Ritwell dans l'Hollande ou Mackintosh dans le nord de l'Europe, on va commencer à changer les choses. Donc à présenter aussi des intérieurs, mais aussi des meubles liés aux lignes du mouvement moderne, c'est-à-dire avec des géométries et absolument différentes. Pour parler toujours de l'esprit et de l'attitude de Cassina, il y a en 1966 aussi un autre événement très important qui est lié à l'usine, c'est-à-dire l'innovation de la production de nouveaux matériaux, du rembourrage pour la réalisation de fauteuils, c'est-à-dire l'usine Cassina avec l'autre usine très importante qui c'est CEB, qui après deviendra BEV Italia, vont inventer le polyuréthane Expanse à inexion. Et cette nouvelle invention permis de projeter des nouveaux modèles, de nouvelles formes, non? Parce que quand on va inventer un nouveau matériel, il y a la possibilité d'introduire des formes nouvelles. Dans les années 80, au contraire, plus qu'une innovation de matériaux, il y a une innovation de langage. Donc, tous les modèles s'enrichissent de langages, de nouveaux langages. Et il y a des projets très liés aussi au monde pop. Et on choisit surtout la couleur dans la composition des meubles. Une autre date très importante que j'ai mis dans cette ligne du temps, dans cette timeline, c'est le 1991, parce que c'est une année dans laquelle l'usine a gagné un prix très important, parce qu'il a gagné ce prix pour la culture du projet, pour sa activité dans la valorisation de la culture du projet du design, duquel je parlerai après. Dans les années 90 jusqu'à l'actualité, on peut dire, l'attention a toujours de plus en plus adressé vers l'évolution des comportements. Donc l'attention d'une liaison très étroite entre le meuble et les comportements, les attitudes à l'intérieur de l'habitation. Et après, les nouveaux défis du design en général, mais aussi de cette usine, c'est évidemment la question de la durabilité. Donc la question de la durabilité qui doit être déclinée dans tous les projets déjà aussi existants. Donc je vous parle du travail dans cette usine parce que vraiment en regardant l'activité de Cassina, on peut un petit peu lire l'évolution du design italien, qui est lié évidemment à 5 facteurs très importants, qui sont les valeurs que j'ai indiquées, c'est-à-dire, comme j'avais dit, la valeur de l'expérimentation et de l'innovation. Dans le design, c'est très important pour faire pour le progrès, faire toujours des innovations. Et pour le faire, évidemment, la recherche, c'est le thème clé, le thème plus important. Non?
C'est important aussi, évidemment, la capacité, j'appelais craftsmanship expertise, c'est-à-dire la capacité de travailler d'une façon très attente, très précise, non? Parce que la question de détail, la question de la qualité est évidemment centrale pour arriver à des résultats qui peuvent durer pendant le temps. Après, la question de l'histoire, la question du rapport avec l'histoire. L'histoire, en général, dans le design italien, mais aussi dans l'architecture italienne, a été vraiment toujours un pôle très important, un pôle dialectique fondamental aussi pour le progrès, pour les nouveaux projets. Parce qu'avoir vraiment des exemples avec lesquels c'est rapporté, c'est fondamental. Et c'est important de les étudier pour comprendre les relations qu'il y a à l'intérieur de ces projets, pour les comprendre du tout et les appliquer dans le futur, aussi en les changeant, évidemment, parce que le progrès, c'est à partir de l'histoire, mais avec des changements très importants. Et pour ce qui concerne le design des meubles, une des valeurs très importantes pour notre usine a été et est toujours la question de l'authenticité. Donc la question de l'authenticité et la question de la recherche, qui après a évidemment des conséquences du point de vue culturel. Alors, pour ce qui concerne le thème de l'innovation, le design italien, et dans ce cas Cassina, a été vraiment un lieu où on a expérimenté des formes nouvelles. Ici, dans la photo, il y a par exemple l'architecte Vico Magistretti qui travaille à l'intérieur de l'usine dans les années 60. Et ici, il y a le fondateur de l'usine, Cesare Cassina, avec Gio Ponti. Gio Ponti, je pense que c'est un autre nom très connu, en Italie c'est très connu, mais aussi dans le monde, parce qu'il travaillait aussi dans tout le monde. Une des protagonistes du design italien moderne. Et un autre événement très important, comme j'ai déjà dit, dans les années 50, pour le passage de production artisanale en production industrielle, a été d'un côté le développement de la quantité produite. Et ce développement a été possible parce que l'usine a commencé à travailler pour les navires, pour les hôtels, pour des activités qu'aujourd'hui on appelle contract, c'est-à-dire des activités publiques. Et en même temps, ça n'a pas été le seul facteur qui a déterminé le succès de l'usine, mais aussi la collaboration avec plusieurs architectes. Et qui a permis pendant le temps d'avoir des contaminations de l'extérieur et avoir des fois en fois des innovations, comme dans cette chaise, qui c'est une chaise qui s'appelle chaise cab, dans laquelle il y a cette relation entre le squelette et la peau, qui a été un des premiers exemplaires où il y avait cette relation entre la structure et le revêtement. Comme j'ai montré aussi déjà dans la timeline, en 1960 a été inventé le polyuréthane. Le polyuréthane est injecté pour la production de meubles rembourrés. Cette innovation de ce matériel a vraiment changé le design italien parce qu'elle a permis des formes nouvelles. Un des exemples, c'est la fauteuil Ciprea, ça c'est la moule et où a été injecté le polyuréthane. Sans structure à l'intérieur, donc sans éléments de métal à l'intérieur. C'est un produit de Afra Tobias Scarpa qui a été projeté en 1968. Une autre valeur, comme je disais, c'est l'expertise des artisans. Mais il n'y a pas seulement un travail des artisans, parce que le travail des artisans, c'est évidemment toujours encore important et ça détermine aussi
certaines fois la qualité du design italien, mais le design est toujours mélangé avec une production industrielle. Une production industrielle, c'est-à-dire une capacité de travailler pour exporter dans tout le monde. Et ça, ce sont des photos de l'usine, et ça, c'est une photo de l'atelier du bois. Donc des menuisiers qui travaillent directement à l'usine. Donc il y a d'un côté une autre banisterie, mais au même côté, donc il travaille à la main, mais en même temps il y a un travail avec des machines avec qui s'appelle machine à 5 axes, c'est-à-dire qui ont un équipement qui va changer chaque fois l'attrezzo, pardon, l'outil pour chaque fois, pour faire des opérations très différentes qui peuvent être faites par les machines, mais pas tout peut être réalisé par des machines, parce que c'est toujours très important le touche de la main et le touche de l'artisan pour avoir vraiment un résultat de qualité. Un exemple, non, pardon, trop vite. Pardon, un instant, c'est bloqué, ok. Non. Alors, un des exemples, ça, c'est une image, mais aussi c'est le modèle qui est un exemple du design italien, c'est la chaise Gioponti de 1952 et qui s'appelle Leggera. Et de la chaise superleggera de 1957. Ça a été un défi très important du design italien, c'est-à-dire produire et projeter surtout une chaise très légère, vraiment légère, mais en même temps très liée à la tradition. Donc apparemment la chaise, c'est une chaise simple, non? Une chaise en bois et une chaise avec une assise cannée, donc une chaise qu'on peut voir dans tout le monde. Ce qui a fait la différence, c'est le projet de la chaise pour une production industrielle, pour avoir vraiment une légèreté unique. Donc, pour produire une quantité de chaises incroyable, et la chaise Leggera, par exemple, on pouvait la trouver dans tous les coins, dans toutes les bibliothèques, dans tous les lieux publics. Il y avait comme secret, on peut dire, ces jonctions. Donc, l'attention vraiment au détail s'exprime, par exemple, dans les jonctions. Dans ce cas, dans la photo, il y a la jonction entre la jambe, je ne sais pas, intérieur, et les deux éléments qui vont constituer l'assise. Donc, avec cette jonction vraiment très particulière qui a été étudiée avec beaucoup d'attention pour obtenir des sections de jambes très étroites. La section, c'est 1 cm 3, 13 mm, donc très petite. Non? Et ça, c'est la production. Tous les éléments sont détachés. Ça, c'est évidemment l'objectif de la production industrielle. Penser des meubles avec tous les éléments détachés d'une façon qu'ils peuvent être produits par des machines, non? Dans une ligne de production plus rapide, mais aussi avec la même qualité. En ce cas, donc, tous les éléments sont séparés. Il y a des jonctions très précises et la partie de l'assise est réalisée à la main. Ça, c'est une vidéo que je vous montre sur la production pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'usine. Où l'artisan travaille beaucoup pour la colle, pour l'assemblage, mais ici il y a évidemment une production industrielle. Ça, c'est la zigzag, je dis. Aussi la coupe de cuir de la peau est réalisée à la machine.
de cuir pour voir les défauts et les Corbusier génériques. Voilà. Ça que vous avez vu, donc la dernière, c'était, j'avais dit, la photo de Corbusier générique Perrien, qui a été un des premiers modèles qui fait partie de la collection de Les Maîtres. Vous voyez dans l'affiche, avec une collection qui avait comme but de proposer le classique du design, non? Qui est né en 1964, mais qui s'est engrandi en 1973 avec beaucoup d'autres modèles classiques, comme vous voyez dans la photo, la zigzag de Rietveld, qui avait été dessiné en 1934, mais qui a été mis en production en 1973, la Red and Blue, à côté toujours de Rietveld, Gary Thomas Rietveld, l'architecte hollandais, qui pour premier a introduit les concepts du néoplasticisme, c'est-à-dire la séparation de parties, souligné aussi avec des couleurs différentes, et qui était très lié à la peinture